Pendant 3 décennies, Otto Kilcher a incarné devant des millions de téléspectateurs la résilience de l'Alaska. Il était présenté comme le survivaliste ultime, un homme forgé par la glace, le fer et la sagesse, hérité quelqu'un qui portait les valeurs de l'ancien monde dans une époque moderne qui les avait oubliées depuis longtemps. Pour le public, il était inébranlable, fiable et ancré dans sa famille par-dessus tout. Mais au-delà de la portée des caméras, au-delà des champs gelés et des structures familières de la propriété Otto Kilcher, vivait une seconde vie soigneusement cachée à tous ceux qui croyaient le connaître. Et lorsque cette vérité cachée a finalement fait surface, elle n'a pas seulement endommagé son image, elle l'a complètement brisée. Otto n'a jamais été un simple visage de la télé-réalité, il est devenu un symbole. Pendant des années, les téléspectateurs du monde entier l'ont regardé affronter la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska, armé uniquement de connaissances durement acquises, d'une détermination sans faille et d'une intuition mécanique proche de l'instinct. Dans Alaska, The Last Frontier, il apparaît comme la colonne vertébrale discrète de la famille Kilcher, l'homme sur lequel tout le monde comptait lorsque les choses se cassaient, tombaient en panne ou s'effondraient. Il était le maître mécanicien qui pouvait redonner vie à des machines abandonnées depuis des décennies, le fermier qui comprenait la survie non pas comme une tendance ou une philosophie, mais comme une discipline quotidienne transmise de génération en génération. Son attitude calme et sa sagesse discrète sont devenus un réconfort familier pour les téléspectateurs, une présence constante tissée dans le rythme des dimanches soirs. Les familles se rassemblaient pour le voir réparer ce que d'autres avaient abandonné construire, ce qui était nécessaire à partir de presque rien, et préserver un mode de vie qui semblait appartenir à un autre siècle. Dans un monde dominé par des personnalités polies et des drames fabriqués, Otto semblait réel, honnête, sans filtre. Pourtant, l'authenticité, comme on le découvrira plus tard, peut parfois être le masque le plus convaincant qui soit. Pour son entourage, Otto était un mari dévoué, un père et un pilier central de la ferme Kilcherter que sa famille avait creusée dans la frontière de l'Alaska des générations plus tôt. Il a enseigné à ses enfants que l'autonomie n'était pas un choix de vie, mais une nécessité pour survivre dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Il a incarné les principes que ses ancêtres immigrés suisses avaient emportés avec eux à travers les océans, et dans l'isolement, la discipline, l'endurance et la loyauté envers la famille avant tout, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Les caméras l'ont montré travaillant côte à côte avec son frère Hatz, faisant preuve d'un humour pince sans rire avec ses fils Avon et Lévi, et partageant patiemment ses connaissances avec tous ceux qui souhaitent apprendre. Les équipes de production ont admiré sa capacité à improviser des solutions à partir de déchets que d'autres auraient jugés inutiles. Les autres membres de l'équipe se sont appuyés sur son autorité calme lorsque l'hiver menaçait de submerger même les plus préparés d'entre eux. Otto est devenu le point d'ancrage de l'émission La Constante Fiable au milieu des défis imprévisibles. Ce que personne n'a vu, ce sont les ombres qui s'étendent tranquillement derrière cette image soigneusement maintenue. À l'insu des téléspectateurs, Otto s'était construit une existence parallèle, loin de la maison familiale, cachée aux producteurs, aux fans et même à la famille qui lui faisait entièrement confiance. Pendant 30 ans, il a maintenu cet équilibre précaire avec une précision extraordinaire. 2 vies séparées à dessein, ne se chevauchant jamais, ne s'exposant jamais l'une à l'autre. Cela exigeait une vigilance sans relâche, des omissions calculées et un niveau de cloisonnement si complet que même ses proches ne remarquaient pas les fractures qui se formaient sous la surface, jusqu'à ce qu'une personne finisse par le faire. Lorsque la vérité a commencé à émerger, elle ne s'est pas annoncée par un spectacle ou une confrontation. Elle est arrivée discrètement comme un murmure, comme un simple fil lâche qui, une fois tiré, a commencé à défaire 3 décennies de tromperies soigneusement tissées. Et une fois que ce défilement a commencé, il n'y avait aucun moyen d'arrêter l'effondrement de tout ce qu'Otto Kilcher avait construit à la fois devant la caméra et loin d'elle. L'homme que l'Amérique pensait comprendre était sur le point de devenir quelqu'un d'entièrement inconnu. Le tournant est venu d'une source inattendue, une simple lettre, qui est arrivée à la ferme au début du printemps de 2023, Il n'y avait rien d'alarmant à première vue. Pas de marques urgentes, pas d'adresse de retour reconnaissable. Juste une enveloppe ordinaire collectée par Charlotte Kilcher lors d'une de ses visites de routine à la boîte aux lettres. Elle l'a posée avec désinvolture sur la table de la cuisine, à côté de factures de lettres de fans et d'avis de production de la chaîne. À l'époque, cela semblait anodin. Tout changea au moment où Otto la vit.
La couleur disparut si soudainement de son visage que Charlotte le remarqua immédiatement. Après des décennies de mariage, elle pouvait lire les expressions de son mari avec une précision troublante. Chaque pli, chaque crispation de sa mâchoire était porteur de sens. Ce qu'elle vit à cet instant fut quelque chose d'entièrement nouveau, un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une peur pure et sans filtre. Sans un mot, Otto prit l'enveloppe et se retira dans son atelier, l'endroit qu'il avait toujours utilisé comme refuge, lorsque les problèmes semblaient trop lourds pour être affrontés ouvertement. Charlotte resta dans la cuisine, la poitrine serrée par le malaise. Elle savait que quelque chose n'allait pas du tout. Ce qu'elle ignorait, ce que personne dans la famille Kilcher ne savait, c'est que la lettre avait été envoyée par une femme nommée Sarah Hartman, vivant à près de 2000 km de là, dans le Montana. Sarah avait fait partie de la vie d'Otto pendant près de 30 ans, une constante silencieuse qui avait gardé son secret avec la même discipline qu'il avait utilisée pour le préserver, jusqu'à aujourd'hui. La lettre elle-même était brève mais dévastatrice. Sarah était mourante. Elle souffrait d'un cancer en phase avancée dont le traitement n'était plus possible. Et avant que son temps ne soit écoulé, elle avait besoin qu'Otto comprenne que l'accord tacite qu'ils avaient maintenu pendant des décennies prenait fin. Il y avait des questions qui devaient être résolues, des vérités qui ne pouvaient plus rester enfouies, et des gens qui méritaient de savoir ce qu'on leur avait caché pendant si longtemps. La double vie qu'Otto s'était construite n'avait rien à voir avec une seconde famille au sens classique du terme. Il s'agissait de quelque chose de bien plus complexe, profondément ancré dans son identité et dans les choix qu'il faisait pour survivre. Des années plus tôt, bien avant qu'Alaska, la dernière frontière, ne fasse des Kilchers, des noms connus de tous Otto, avait été confronté à une épreuve qui allait façonner le reste de sa vie. Au cours de l'hiver brutal de 1993, le homestead était au bord de l'effondrement financier. L'idéal romantique de vivre de la terre se heurtait aux dures réalités modernes. Les impôts fonciers augmentaient, les urgences médicales épuisaient les économies, les équipements vieillissants tombaient en panne au pire moment. Le coût de la préservation des terres ancestrales devenait presque impossible à assumer. Otto refusait de tout laisser filer. Pour lui, le homestead était plus qu'une propriété. C'était un héritage, une histoire, et la preuve du sacrifice de générations entières. Face à la perspective de tout perdre, Otto prend une décision qu'il croit capable de sauver sa famille, même si cela signifie sacrifier son honnêteté. Au cours d'un rare voyage dans les 48 États inférieurs, il s'associe à Sarah Hartman, une femme d'affaires perspicace et compétente pour créer une société écran destinée à rapatrier de l'argent en Alaska. L'opération se déroule dans des zones grises juridiques techniquement légales, mais éthiquement discutables. Otto apporte son expertise en mécanique. Sarah sa stratégie commerciale, ses contacts et sa navigation financière dans les recoins du commerce interétatique dont la plupart des gens ne soupçonnaient pas l'existence. Ensemble, ils ont retourné des machines lourdes, négocié des contrats d'équipement et transféré de l'argent de manière à maintenir la ferme à flot. Ces revenus ont permis de payer des traitements médicaux, de combler des déficits que la vie de subsistance et les modestes chèques télévisés n'auraient pu combler et de maintenir tranquillement un mode de vie qui autrement se serait effondré. Mais le prix à payer était le secret. Otto a dû maintenir une identité commerciale distincte, voyager sous de vagues explications et garder les comptes et les partenariats entièrement cachés à sa famille. Pendant 30 ans, l'entreprise a pris de l'ampleur, préservant la propriété des Kilcher alors qu'elle aurait dû échouer. Au cours de ce processus, Otto et Sarah ont construit un lien qui, bien que jamais romantique, est devenu profondément intime à sa manière. Ils ont partagé des vérités que personne d'autre ne connaissait. Des secrets qu'Otto n'a jamais révélés même à ceux qu'il aimait le plus. Et maintenant, alors que la vie de Sarah touche à sa fin, ce monde caché est enfin en train d'éclater au grand jour. Ils prenaient ensemble des décisions qui affectaient la vie de tous les habitants de la propriété sans que ces derniers aient jamais pu s'exprimer. Et maintenant que Sarah était mourante, elle voulait que la vérité soit révélée avant de quitter ce monde. La lettre contenait bien plus que sa simple confession. Elle comprenait des documents, des années de dossiers financiers, de la correspondance des preuves de transactions qui montraient que l'argent affluait en Alaska à partir de sources que la famille n'avait jamais interrogées. Des preuves d'un partenariat commercial qui avait fonctionné dans l'ombre pendant qu'Otto jouait le rôle de simple homesteader à la télévision.
Mais la demande finale de Sarah était peut-être la plus dévastatrice. Elle avait une fille maintenant âgée de 28 ans qui avait grandi en connaissant Otto comme le mystérieux associé de sa mère. Une jeune femme nommée Emma, qui méritait de comprendre l'histoire complète de la façon dont sa mère avait passé 3 décennies à aider à préserver l'héritage familial d'un étranger tout en ne construisant rien de permanent de son côté. Sarah voulait qu'Otto rencontre Emma, qu'il lui explique tout, qu'il s'assure que lorsqu'elle serait partie, quelqu'un d'autre connaisse la vérité complète de ce qu'ils avaient construit ensemble. Otto était assis dans son atelier, entouré des outils et des machines qui avaient défini son identité publique et tenait une lettre qui menaçait de tout démanteler. La ferme qu'il avait sauvée par la tromperie, la famille qu'il avait protégée par des secrets, le personnage télévisuel qu'il avait maintenu en omettant soigneusement les parties les plus importantes de sa vie. Le poids de 30 ans pesait sur ses épaules comme l'hiver d'Alaska lui-même froid, implacable et impossible à fuir. Quelque part dans le Montana, une femme mourante attend sa réponse, tandis qu'au homestead, sa femme sent que leur monde est sur le point de changer à jamais. Le secret est éventé du moins pour Otto. La question est maintenant de savoir s'il aura le courage de le partager avec tous les autres. Charlotte n'a pas attendu qu'Otto lui dise la vérité. 3 jours après l'arrivée de la lettre, après avoir vu son mari se retrancher dans des silences qui semblaient être des murs entre eux, elle est entrée à l'improviste dans son atelier. Elle l'a trouvé assis sur un seau renversé, fixant des papiers étalés sur son établi, comme des preuves sur une scène de crime. Quand il a levé les yeux vers elle, elle a vu dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas seulement de la peur, mais de la résignation. Quoi qu'il en soit, a-t-elle dit calmement, sa voix étant stable, malgré le tremblement de ses mains, « J'ai besoin de savoir maintenant. » Otto lui raconta toute la crise financière à 93, qui avait menacé d'emporter le Homestead, le partenariat avec Sarah Hartman, la société Écran, les affaires de machinerie, l'argent qui avait reflué vers l'Alaska sous des prétextes soigneusement construits, les voyages qu'il avait faits dans le Montana au fil des ans, toujours avec des explications plausibles sur des ventes aux enchères de matériel, ou des consultations en mécanique, la relation professionnelle, insistait-il toujours professionnelle, qui avait assuré la survie de leur famille à leur insu et sans leur consentement. Charlotte écoutait sans l'interrompre, le visage taillé dans la pierre. Lorsqu'il eut terminé, le silence entre eux ressemblait à l'instant qui précède une avalanche, tout étant suspendu dans l'attente de l'inévitable effondrement. « Tu m'as laissé croire que nous étions en difficulté, dit-elle, finalement sa voix dépassant à peine un murmure. Tu m'as laissé m'inquiéter pour l'argent, pour savoir si nous pouvions payer les factures médicales, pour savoir si nous pouvions faire fonctionner cet endroit. Tu m'as laissé perdre le sommeil pour des choses que tu avais déjà réglées par des mensonges. Je nous protégeais, répondit Otto, mais même lui pouvait entendre à quel point cela sonnait creux. Tu te protégeais toi-même, répliqua Charlotte. Et la colère qui s'était accumulée derrière sa contenance finit par percer. De devoir admettre que tu ne pouvais pas le faire seul, de devoir nous inclure dans les décisions qui affectaient nos vies, d'être rien de moins que l'invincible Otto Kilcher que tout le monde pense que tu es. Elle sortit de l'atelier, laissant Otto seul avec ses justifications. Mais Charlotte n'est pas la seule à avoir besoin d'entendre la vérité. La révélation se répand dans la famille Kilcher comme une traînée de poudre dans un bois sec, et chaque personne touchée réagit avec sa propre marque de dévastation. Ivan, le fils aîné d'Otto, ressent la trahison comme une remise en question fondamentale de tout ce que son père lui a enseigné. Otto lui avait appris à valoriser l'honnêteté par-dessus tout, à comprendre que l'intégrité était la base de la survie dans la nature. Maintenant, ces leçons ressemblaient à de l'hypocrisie. Combien de fois Ivan s'était-il débattu avec des décisions éthiques sur la propriété, s'interrogeant sur la bonne chose à faire, alors que son père entretenait un empire commercial secret, construit sur la tromperie. « Tu m'as appris que la parole d'un homme est tout », a dit Ivan à son père lors d'une réunion de famille tendue dans la maison principale de la propriété. Cette confiance est ce qui permet à une communauté de survivre en Alaska. Et pendant tout ce temps, tu nous mentais à tous. Otto a essayé d'expliquer le contexte, le désespoir de cet hiver à 93, le choix impossible entre l'honnêteté et la survie. Mais Ivan n'était pas intéressé par le contexte. Ce qui l'intéresse, c'est que son père les regardait dans les yeux pendant 30 ans, tout en gardant un secret qui ridiculise toutes les valeurs qu'ils prétendent sacrées. Levi, le fils cadet d'Otto, réagit différemment, là où Avon se sent trahi par les principes.
Lévi se sent trahi par l'exclusion. Il a toujours été l'enfant d'Otto le plus doué pour les affaires, celui qui comprenait l'économie moderne et la façon de naviguer dans les systèmes au-delà de la subsistance. Si quelqu'un dans la famille avait pu comprendre l'arrangement d'Otto avec Sarah, c'était Lévi. « Tu ne m'as pas fait confiance », a dit Lévi sans ambages lorsqu'il a confronté son père. C'est ce que cela signifie vraiment. Tu as fait confiance à un étranger dans le Montana, plus que tu n'as fait confiance à ton propre fils. Otto n'avait pas de réponse à cela parce que, en substance, Lévi avait raison. Il avait choisi de se confier à Sarah pour construire un partenariat avec elle, tout en gardant ses propres enfants dans l'obscurité. Les raisons avaient semblé valables à l'époque, les protéger de toute responsabilité légale, préserver leur innocence en cas de problème, préserver la pureté de la vie de fermier dont il voulait qu'ils héritent. Mais en regardant le visage de Lévi, Otto a compris que toutes ces raisons n'étaient en fait que de la peur déguisée, la peur du jugement, la peur de perdre leur respect, la peur d'admettre qu'il avait besoin d'aide. Les fractures se sont étendues au-delà de la famille proche d'Otto. Hatz, le frère d'Otto et l'autre vedette d'Alaska, la dernière frontière, a ressenti cette révélation comme une trahison professionnelle. L'émission avait été construite sur l'authenticité, sur le principe que les téléspectateurs étaient témoins de personnes réelles menant une vie authentique selon des valeurs anciennes. Maintenant, cette authenticité se sentait compromise. « Comprenez-vous ce que vous nous avez fait à tous ?» a demandé Hatz lors d'un appel téléphonique houleux. « Cela ne vous affecte pas seulement vous. Lorsque cela se saura et cela se saura, cela affectera toutes les personnes associées à l'émission, toutes les personnes qui ont cru en ce que nous présentions. » Hatz avait raison de s'inquiéter. La chaîne avait déjà eu vent de la situation par l'intermédiaire du personnel de production qui avait remarqué une tension inhabituelle lors des derniers tournages. Les cadres posaient des questions, les équipes juridiques examinaient les contrats et l'avenir d'Alaska, la dernière frontière, était en jeu. Si la figure de proue de la série avait vécu une double vie pendant 3 décennies, qu'est-ce que cela signifiait pour tout ce qu'ils avaient diffusé? Mais la réaction la plus complexe est peut-être venue de Jane, l'ex-femme d'Otto et mère d'Avon et de Lévi. Bien que divorcée depuis des années, Jane avait maintenu une relation cordiale avec Otto pour le bien de leurs enfants et de la communauté de la ferme. La révélation l'a obligée à réexaminer leur mariage sous un nouvel angle. Un soir, elle appelle Charlotte, et les 2 femmes reliées par le même homme qui les a trompées ont une conversation à la fois douloureuse et cathartique. « Je m'en suis voulu lorsque notre mariage s'est effondré », avoue Jane, la voix serrée par l'émotion. « Je pensais que je n'étais pas assez forte pour cette vie, que je ne pourrais pas supporter l'isolement et les difficultés. Mais maintenant, je me demande si ce qui a mal tourné n'est pas dû au fait qu'il n'a jamais été totalement présent, jamais totalement honnête. » Charlotte n'avait pas de réconfort à offrir car elle se posait les mêmes questions. Combien d'absences d'Otto, sa distance émotionnelle, son insistance à vouloir gérer les choses seul? Quelle est la part du style de vie de la ferme et quelle est la part du poids des secrets qu'il ne pouvait pas partager? La ferme elle-même semblait absorber l'angoisse de la famille. Les bâtiments qui avaient été le témoin de générations de détermination culturelle abritaient maintenant des disputes qui résonnaient dans la nuit. La terre qui avait toujours représenté l'unité est devenue un lieu où les membres de la famille s'évitent prenant des chemins différents pour éviter les rencontres douloureuses. Otto s'est retrouvé de plus en plus isolé, travaillant seul dans son atelier pendant que sa famille digérait ses blessures et sa colère. Il a passé 30 ans à essayer de sauver la ferme et ce faisant, il a brisé la chose même qui valait la peine d'être sauvée, la confiance et les liens entre les gens qu'il appelait leur maison. Et au-dessus de tout, il y avait la certitude que Sarah Hartman était en train de mourir dans le Montana, qu'Emma, une jeune femme qui se trouvait à l'intersection de ce secret, attendait de comprendre les choix de sa mère, et que la vérité finirait par s'étendre au-delà de la famille à un public qui avait cru en Otto Kilcher en tant que symbole d'une vie honnête et directe. Les fractures avaient commencé et personne ne savait si elles pourraient jamais être réparées. Que se passerait-il maintenant? Otto a pris la décision de se rendre dans le Montana par un matin gris de la fin avril, alors que le printemps de l'Alaska était encore enfermé dans l'étreinte de l'hiver. Il n'a pas demandé la permission à sa famille, il n'a pas cherché à obtenir la bénédiction de Charlotte, ni à expliquer son raisonnement à ses fils. Il a simplement fait un sac, laissé un mot sur la table de la cuisine disant « Je suis parti affronter ce que j'ai fui » et s'est rendu à l'aéroport d'Anchorage. Il a décidé que certaines réflexions devaient être faites seules.
Le vol lui a donné des heures pour s'asseoir avec ses pensées piégées dans un tube de métal qui se dirigeait vers le sud, alors que tout ce qu'il avait construit s'écroulait derrière lui. Il a regardé par la fenêtre les nuages qui s'étendaient à l'infini. Et pour la première fois depuis 3 décennies, il s'est autorisé à vraiment examiner ce qu'il avait fait et pourquoi. La réponse facile, celle qu'il se disait depuis 30 ans, c'était la survie. La ferme était en train de mourir et il avait trouvé un moyen de la sauver. N'importe quel père aurait fait de même. N'importe quel homme qui aurait compris ce que cette terre représentait, les générations de sacrifices ancrées dans chaque acre, aurait fait le même choix. Mais assis à 30 000 pieds au-dessus de la terre, sans aucun endroit où fuir sa propre conscience, Otto savait que ce n'était pas si simple. La vérité était plus compliquée et bien plus préjudiciable à l'image qu'il avait cultivée. Il avait conclu le marché avec Sarah non seulement pour sauver la ferme, mais aussi parce qu'il avait besoin de se prouver quelque chose à lui-même. Son père Jules Kilcher avait été un géant, un immigrant qui s'était taillé une vie dans la nature à la seule force de sa volonté. Ses frères et sœurs avaient tous leur propre forme de réussite, leur propre façon de contribuer à l'héritage familial. Et Otto avait toujours ressenti la pression d'être à la hauteur, d'être digne du nom qu'il portait. Lorsque la crise financière a frappé en 93, il a eu l'impression d'être l'échec incarné. L'idée d'être le Kilcher qui a perdu la ferme, qui n'a pas pu maintenir ce que son père avait construit, était insupportable. Aussi, lorsque Sarah lui a présenté l'opportunité, un moyen de générer des revenus en s'appuyant sur le génie mécanique d'Otto, plutôt que sur une simple agriculture de subsistance, il l'a saisie non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi par fierté. C'est la fierté qui a construit son empire secret. L'orgueil l'avait empêché de se confier à sa famille. Et l'orgueil lui murmurait encore aujourd'hui, suggérant qu'il avait eu raison de faire ce qu'il avait fait, que la fin justifiait les moyens, et que sa famille devrait être reconnaissante plutôt que fâchée. Mais sous l'orgueil se cachait quelque chose d'autre, quelque chose qu'Otto avait passé 3 décennies à refuser d'admettre: la peur. La même peur qui l'avait poussé à conclure le premier marché avec Sarah, la peur de l'inadéquation, la peur de la vulnérabilité, la peur d'admettre qu'il ne pouvait pas tout faire seul, que le mythe de l'homme autonome de la frontière n'était qu'un mythe. Otto Kilcher, l'homme qui pouvait réparer tout ce qui était mécanique, n'avait jamais appris à réparer les parties de lui-même qui étaient cassées. La voiture de location de l'aéroport de Missoula l'a emmené à travers une campagne qui était belle d'une manière complètement différente de celle de l'Alaska. Des collines ondulantes, au lieu de montagnes brutales, des prairies vertes, au lieu de la toundra. Cela semblait presque trop doux, trop indulgent. Et Otto se sentait mal à l'aise dans un paysage qui n'exigeait pas une vigilance constante pour survivre. La maison de Sarah était modeste, une maison de style ranch sur 10 acres à l'extérieur de la ville. Otto s'est garé dans l'allée et est resté assis dans la voiture pendant plusieurs minutes, prenant son courage à 2 mains. À travers la fenêtre, avant, il pouvait voir du mouvement. Quelqu'un l'attendait. Emma Hartmann ouvrit la porte avant qu'Otto ne puisse frapper. Elle avait 28 ans, les yeux vifs de sa mère, et une méfiance qui suggérait qu'elle avait appris tôt à ne pas faire confiance facilement. Elle étudia Otto un long moment, avant de s'écarter pour le laisser entrer. « Elle t'a demandé, dit Emma, sans préambule. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. » Sarah était dans un lit d'hôpital installé dans le salon, entourée d'équipements médicaux qui ronronnaient et émettaient des bips. Elle avait perdu du poids, son corps étant rongé par le cancer qui était en train de gagner sa dernière bataille. Mais lorsqu'elle a vu Otto, ses yeux se sont illuminés de reconnaissance et de quelque chose qui aurait pu être du soulagement. « Tu as joui », murmura-t-elle, la voix à peine audible. « J'ai joui », confirma Otto en tirant une chaise près de son lit. Ils parlèrent pendant des heures, tandis qu'Emma se déplaçait tranquillement dans la maison, leur donnant de l'intimité, mais sans jamais être complètement à l'abri des oreilles. Sarah voulait revenir sur leurs 30 années de vie commune, non pas pour justifier ce qu'ils avaient fait, mais pour s'assurer qu'Otto comprenait ce que cela avait signifié de son point de vue. Elle était veuve lorsqu'ils se sont rencontrés. Son mari a été tué dans un accident du travail qu'il a laissé avec une jeune fille et sans perspective claire pour l'avenir. Le partenariat commercial avec Otto lui avait donné un but, un moyen d'utiliser ses compétences et de construire quelque chose de significatif. Elle n'avait jamais voulu perturber sa famille, n'avait jamais exigé plus que la relation professionnelle qu'ils avaient maintenue, mais elle n'avait jamais non plus construit sa propre vie, restant toujours disponible pour les appels téléphoniques, les consultations, les décisions qui permettaient à leur entreprise de fonctionner. « Je me suis dit que je t'aidais à sauver quelque chose d'important, dit Sarah, la respiration difficile.
Mais en vérité, je me cachais aussi, je me cachais de construire une vraie vie, de prendre des risques qui auraient pu mener à quelque chose de plus que d'être utile à la famille de quelqu'un d'autre. Emma entra alors dans la pièce se tenant au pied du lit de sa mère, les bras croisés. « Elle a perdu 30 ans avec toi, dit-elle à Otto la voix dure. 30 ans qu'elle aurait pu passer à construire quelque chose pour elle-même, à retrouver l'amour, à me donner une vraie famille au lieu de nous deux et de tes coups de fil secrets. » Otto n'avait aucune défense contre cette accusation parce qu'elle était vraie. Il avait bénéficié de la volonté de Sarah de rester dans l'ombre, de subordonner sa propre vie à ses besoins. Il n'avait jamais demandé ce que cela lui coûtait, il n'avait jamais envisagé que son salut puisse être le sacrifice de quelqu'un d'autre. « Tu as raison, » dit-il à Emma, rencontrant directement son regard furieux. « J'ai pris et je n'ai jamais pensé à ce que je prenais. Je suis désolé, ne commence pas à couvrir cela, mais je le suis. Je suis désolé pour vous deux. » Sarah a tendu une main tremblante et Otto l'a prise doucement. « J'ai fait mes choix, a-t-elle dit. Je ne te demande pas d'en porter la culpabilité. Je vous demande d'apprendre d'eux, d'arrêter de vous cacher, de laisser votre famille vous connaître vraiment avant qu'il ne soit trop tard. » Ils se sont assis ensemble alors que l'après-midi se transformait en soirée. 3 personnes liées par des décennies de secrets se sont finalement dit la vérité l'une à l'autre. Sarah a raconté des histoires qu'Otto n'avait jamais entendues. Des fois, elle avait voulu l'appeler pour parler non pas d'affaires, mais de la vie. Des fois, elle avait imaginé ce que ce serait de rencontrer sa famille, de visiter la propriété qu'elle avait aidé à préserver. Des rêves qu'elle avait reportés parce que le maintien du secret nécessitait de garder ses distances. Emma a parlé de son enfance auprès d'une mère qui était présente mais jamais totalement disponible, qui portait en elle une tristesse qu'un enfant pouvait ressentir mais jamais comprendre. Sur le ressentiment qu'elle avait éprouvé à l'égard du mystérieux travail qui occupait une si grande partie de l'énergie de Sarah et sur la trahison qu'elle avait ressentie en apprenant tout récemment que ce travail faisait vivre une famille en Alaska alors que leur propre famille était restée figée dans le temps. Et Otto, pour la première fois peut-être de sa vie d'adulte, a parlé honnêtement de ses propres échecs. Non pas des défis pratiques de la vie à la ferme qui ont fait l'objet d'une bonne télévision, mais des insuffisances émotionnelles qui l'avaient poussé à choisir les secrets plutôt que la confiance. Les normes impossibles qu'il s'était fixées en se basant sur l'héritage de son père. La façon dont il avait confondu l'autonomie avec l'isolement, la force, avec le refus d'admettre la faiblesse. Je pensais que si je pouvais juste être assez fort, régler assez de problèmes, fournir assez de sécurité, cela reviendrait à être un bon père et un bon mari. Otto l'a admis. Je pensais que les actes pouvaient remplacer l'honnêteté, que les résultats comptaient plus que les méthodes. Sarah lui serra faiblement la main. « Et maintenant, je ne sais pas si je peux réparer ce que j'ai cassé, dit Otto, la voix rauque d'émotion, mais je sais que je dois essayer. Et je sais que je dois le faire en étant honnête, même si l'honnêteté me fait ressembler exactement à ce que je suis un homme imparfait qui a fait des choix terribles pour des raisons compliquées. » Sarah est morte 3 jours plus tard, Emma à ses côtés. Otto était alors retourné en Alaska, emportant avec lui des documents que Sarah avait préparés, des documents financiers qui lui permettraient de démêler correctement les arrangements commerciaux des lettres expliquant le partenariat aux autorités compétentes et une note personnelle à Charlotte qu'Otto avait promis de lui remettre en main propre. Sur le vol de retour vers Anchorage, Otto a compris que le bilan n'était pas terminé. Faire face à ce qu'il avait fait avec Sarah et Emma n'était que le début. La partie la plus difficile serait d'affronter sa famille sans l'armure des justifications, sans le bouclier de la croyance qu'il avait fait la bonne chose pour les bonnes raisons. Il avait passé 30 ans à vivre une double vie parce qu'il avait eu peur d'être perçu comme faible, inadéquat, inférieur à ce que l'héritage Kilker exigeait. Maintenant, il devait trouver le courage d'être vu tel qu'il était en réalité imparfait, défectueux, et espérant désespérément que l'honnêteté enfin embrassée pourrait commencer à guérir ce que la tromperie avait brisé. La ferme l'attendait au loin et Otto ne se faisait aucune illusion sur ce qui l'y attendait. Mais pour la première fois en 30 ans, il n'était pas seul à porter ses secrets. En dénouant les fils, les documents financiers laissés par Sarah ont révélé un réseau bien plus étendu que ce qu'Otto avait initialement avoué. Lorsque Charlotte s'est assise avec un avocat pour examiner les documents, elle a découvert des propriétés dans 3 états des investissements qu'Otto et Sarah avaient réalisés au fil des ans grâce aux bénéfices de leur entreprise de machinerie. Il y avait des SARL enregistrés sous des variantes du nom d'Otto, des comptes bancaires,
qui avait permis de renvoyer des centaines de milliers de dollars en Alaska et des contrats d'équipement qui avaient impliqué certaines des plus grandes entreprises de construction du nord-ouest du Pacifique. La propriété n'avait pas seulement été sauvée par l'entreprise secrète d'Otto, elle avait été subventionnée par elle pendant 3 décennies. Chaque réparation importante, chaque nouvel équipement, chaque urgence que la famille pensait avoir surmontée à force de courage et de détermination, presque tout cela avait été financé par l'argent de l'entreprise fantôme qu'Otto avait construite avec Sarah. L'émission elle-même doit quelque chose à la tromperie d'Otto. Lorsque Discovery Channel a approché les Kilcher pour la première fois en vue de tourner Alaska The Last Frontier, la propriété était en assez bon état pour être photogénique précisément parce que les revenus cachés d'Otto l'avaient entretenue. L'authenticité que les téléspectateurs aimaient la propriété fonctionnelle, qui semblait ne fonctionner qu'avec un savoir-faire. À l'ancienne était en partie une illusion financée par le capitalisme très moderne, dont Otto prétendait être exclu. Ivan a découvert autre chose en examinant de vieilles photos de famille, des images d'Otto, lors de ventes aux enchères de matériel dont on avait dit à la famille qu'elle se déroulait en Alaska, mais les arrière-plans montraient clairement des paysages du Montana. Des photos d'Otto avec des personnes qu'il n'avait jamais mentionnées, y compris une photo où Sarah se tenait juste en dehors du cadre à peine visible mais indéniablement présente. Les fils continuaient à se dénouer chaque révélation, ajoutant de nouvelles dimensions à la trahison. Et à chaque découverte, la famille devait décider si la connaissance de la vérité complète valait mieux que les confortables mensonges avec lesquels elle avait vécu pendant si longtemps. Que vient-il après la vérité ? 6 mois après la mort de Sarah, la famille Kilcher s'est réunie dans la maison principale de la propriété pour la première fois depuis la révélation. Charlotte avait passé ces mois dans sa propre forme de bilan, décidant si un mariage construit en partie sur la tromperie pouvait être reconstruit sur la base de l'honnêteté. Elle avait choisi de rester, mais à d'autres conditions. Otto ne prenait plus ses décisions seul. Chaque choix financier, chaque plan pour l'avenir de la propriété était désormais discuté ouvertement. La transparence était inconfortable pour Otto, l'exposant d'une manière qu'il avait évitée toute sa vie, mais c'était le prix du pardon de Charlotte et il l'a payé de bon cœur. Ivan et Lévi avaient chacun réagi différemment à la trahison de leur père. Ivan gardait une distance prudente, leur relation étant maintenant cordiale, mais manquant de la chaleur qu'elle avait eue autrefois. La confiance une fois brisée ne pouvait pas être simplement reconstruite. Elle devait être regagnée lentement grâce à une honnêteté constante dont Otto commençait seulement à faire preuve. Lévi a surpris tout le monde en devenant finalement l'allié réticent d'Otto pour démêler les accords commerciaux. Le fait de travailler ensemble pour dissoudre correctement les SARL et rediriger légalement les actifs vers le trust familial a créé un pont inattendu entre eux. Ce n'était pas vraiment un pardon, mais c'était un début. Le tournage de l'émission s'est poursuivi, bien que les producteurs connaissent désormais l'histoire dans son intégralité. Ils ont décidé de l'aborder honnêtement dans les prochains épisodes, sans sensationnaliser la révélation, mais en reconnaissant que même les familles construites sur les valeurs de la frontière luttaient contre les complications modernes et l'imperfection humaine. Emma Hartman a visité la propriété, une fois dispersant une partie des cendres de sa mère sur la terre que Sarah avait aidé à préserver mais qu'elle n'avait jamais vue. C'était un geste de fermeture qui a apporté une guérison inattendue à tous ceux qui étaient présents. Otto lui-même s'est resté changé par cette expérience. La façade invincible s'est définitivement fissurée, révélant quelqu'un de plus humain et d'une certaine manière de plus authentique que le mythe ne l'avait jamais été. La double vie est terminée, mais ses conséquences se répercuteront dans la famille Kilcher pour les années à venir. Otto avait appris que les secrets, aussi bien intentionnés soient-ils, ont un prix pour tous ceux qu'ils touchent. La ferme a survécu, comme elle l'a toujours fait, à travers des épreuves plus dures que la tromperie, mais elle a survécu différemment maintenant, construite sur une honnêteté douloureuse plutôt que sur des mensonges confortables. Dans la nature sauvage et impitoyable de l'Alaska, la vérité s'est avérée être l'élément le plus difficile à maîtriser, et Otto Kilcher a finalement tardivement appris à vivre avec elle. Certains héritages reposent sur la force, d'autres sont reconstruits sur les décombres des erreurs, et ce sont peut-être ceux-là qui perdurent le plus longtemps.